à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission Bismart dédiée à la gestion de vos finances personnelles. Au sommaire de cette édition, nous commencerons tout d'abord par patrimoine thématique. Patrimoine thématique consacré le mardi aux investissements alternatifs. Et nous allons aborder aujourd'hui le thème de l'investissement dans l'eau avec Nicolas Benetton, responsable investissement durable chez Robeco. Et puis dans Enjeux patrimoine, nous nous pencherons sur les augmentations de taxes foncières en 2021 et notamment sur la prise en compte de celle-ci lorsqu'on est investisseur ou acquéreur. Nous en parlerons avec Maëlle Bernier, porte-parole de Meilleur Taux, et Christophe Demerson, président de l'UNPI. Et puis dans la deuxième partie de Smart Patrimoine, nous continuerons avec Laura Olivier de Club Patrimoine avec les interviews de deux professionnels du secteur de la gestion de patrimoine avant de conclure par une chronique proposée par Bogdan Koval, le directeur de la rédaction de Club Patrimoine. Smart Patrimoine, c'est parti. Et on commence donc avec patrimoine thématique. Patrimoine thématique où, je le rappelle, tous les mardis, on se pose la question d'investissement alternatif ou de placement alternatif. On en parle aujourd'hui avec Nicolas Benetton, responsable investissement durable chez Robeco. Et on va parler d'investissement dans l'eau. Bonjour Nicolas Benetton. Bonjour Nicolas. Alors, un mot rapide peut-être sur Robeco avant d'aller sur cette volonté d'investir dans la thématique eau, Nicolas Benetton. Oui, avec plaisir. Alors, Robeco est une société de gestion d'origine hollandaise, créée en 1929 à Rotterdam. Donc avec un historique assez ancien dans la gestion d'actifs sur les actifs traditionnels, cotés, actions, obligations. Et avec ce prisme très particulier sur la durabilité des investissements. D'accord. En particulier de la part du bureau de Zurich, avec lequel je travaille beaucoup, et à partir duquel nous avons créé donc, il y a 20 ans, cette première stratégie thématique durable sur le thème de l'eau. Ça, c'était la première thématique stratégique Absolument. durable chez Robeco. Alors en fait, vous m'invitez 2 semaines trop tôt. D'accord. Okay. Dans 2 semaines, on va fêter. Ou 20 ans trop tard, je ne sais pas. Mais ouais. Oui, aussi, mais ça, je ne voulais pas vous le dire. On va fêter les 20 ans donc, de la stratégie, de cette stratégie Sustainable Water, voilà, à la fin du mois. C'est intéressant parce qu'effectivement, là, l'ISR, ou en tout cas, enfin, l'ISR, je ne sais pas, mais la finance durable a le vent en poupe. Créer un fonds basé sur la thématique eau il y a 20 ans, c'était quelque chose de compréhensible. Pourquoi vous y êtes allé il y a 20 ans ? Parce que en fait, notre filiale en Suisse, donc ce qu'on appelle aujourd'hui Robeco Suisse, est vraiment spécialisée sur les enjeux liés au développement durable depuis sa création en 1995. Et donc, on a développé une gamme thématique qui représente, pour donner un ordre d'idée, aujourd'hui près de 12 milliards d'euros d'actifs sur différentes stratégies. D'accord. Là, c'est pas que la stratégie eau pour le Non, la stratégie eau, pour vous donner le chiffre tout de suite, on a passé les 3 milliards dans le portefeuille en question. Et donc, avec la volonté dès le départ de répondre aux grands enjeux qui se posent à nous en termes de développement durable. Donc ensuite, on a décliné ça sur l'énergie, sur les matériaux, sur différentes thématiques. Mais on avait commencé par la thématique de l'eau, tout simplement parce que la thématique de l'eau, elle est absolument essentielle. Et donc, quand on ne s'est pas posé vraiment beaucoup la question pourquoi la thématique de l'eau à la fin, parce que si on y pense une minute, en fait, l'eau, bien sûr, c'est une ressource naturelle, mais ce n'est pas une ressource naturelle comme les autres. C'est-à-dire qu'il y a plein de ressources naturelles qui sont devenues, on pense, essentielles à notre vie. Je pense au pétrole, au cuivre. C'est sûr, ce serait beaucoup plus compliqué pour nous tous. Ils sont devenus essentiels à un mode de vie plutôt, alors Absolument. que l'eau est essentielle à la vie tout simplement. Voilà, exactement. Vous avez tout dit. Et donc, votre rubrique s'appelle placement alternatif. Pour le coup, l'eau, il n'y a pas d'alternative. On n'a pas encore trouvé de remplacement à ma connaissance. Donc, il est absolument essentiel d'investir dans cette ressource pour la préserver, c'est-à-dire préserver l'offre, aussi agir sur la forte pression qui s'exerce sur la demande, parce qu'il faut quand même bien avoir en tête que, intuitivement, je pense que malheureusement, on voit toutes ces catastrophes naturelles, d'un côté des sécheresses, de l'autre des inondations, tout près de chez nous d'ailleurs, et qui se multiplient. Et donc ça va a priori malheureusement ne faire que continuer. Donc l'impact climatique, je pense que tout le monde l'a à peu près. Il y a aussi un impact sur la biodiversité dont on parle de plus en plus. Alors juste pour bien comprendre avant qu'on... Effectivement, ça c'est le contexte, donc l'impact climatique, la biodiversité, mais investir dans l'eau, ça veut dire quoi concrètement ? On investit dans quoi ? On crée des indices en fait indexés sur des quantités d'eau ? Non, j'imagine que il y a quand même une activité économique derrière. Voilà, alors ça se fait, mais c'est vrai que c'est pas du tout notre approche chez Robeco en Suisse, où on a une approche très fondamentale, c'est-à-dire où on analyse en profondeur chaque société dans lesquelles on investit, dans des portefeuilles relativement concentrés, c'est-à-dire qui détiennent en général entre 65 et 80 titres
dans un portefeuille de 3 milliards. C'est un nombre qui nous semble approprié. En intégrant donc les enjeux en termes de développement durable aussi dans ce travail d'analyse. Donc les fameuses ODD des Nations Unies par exemple. Voilà, c'est vrai qu'on sait, même si Objectif de développement durable des Nations Unies, je précise. Absolument, et donc il y en a deux pour ceux que ça intéresse, le numéro 6 et le numéro 14, qui correspondent particulièrement, et les cibles qu'on va trouver. Je ne suis pas sûr que tout le monde les connaisse de tête, on peut peut-être les rappeler. 6, c'est eau propre et assainissement, et 14, c'est la vie sous la mer. D'accord, ok. Et donc ça, c'est intégré dans la stratégie. Et alors du coup, quel type de société concrètement va être financée, ou en tout cas dans laquelle allez-vous, dans quel type de société allez-vous investir ? Alors, il faut rappeler aussi donc le contexte, c'est que nous investissons sur les marchés actions, donc en actions cotées, puisqu'on peut aussi penser à d'autres placements liés à l'eau. Ça existe d'investir autrement qu'en marché actions sur la thématique eau ? On pourrait penser à investir en infrastructure, par exemple, dans du non coté, ce qui n'est pas notre expertise en l'occurrence. On voit même des contrats à terme liés à l'eau. Alors, ayant une approche durable de la thématique, on est très prudent pour dire le moins sur ce type sur la financiarisation d'une ressource naturelle comme ça. Donc on n'investit pas à l'heure actuelle dans ce type d'instrument. Dans les grandes lignes, qu'est-ce qu'on va trouver comme type de société dans un portefeuille comme le nôtre ? Je commencerai par les services aux collectivités. En anglais, ce qu'on appelle les utilities. Donc les exploitants de l'eau finalement. Voilà, en fait, ce sont des global players, comme on appelle ça, qui interviennent sur l'ensemble de la chaîne de valeur, de la distribution jusqu'au traitement, les innovations technologiques. Qui vont avec. On a de bons exemples en France, que je ne cite pas, mais je pense que tout le monde les a bien en tête. On en a beaucoup entendu parler l'an dernier. Bien sûr, oui. Notamment deux entreprises, effectivement, deux très grandes entreprises. Absolument. Et qui sont présents aussi d'ailleurs sur le traitement des déchets. Donc on a aussi cette exposition dans notre stratégie water. Donc ça, c'est un peu l'incontournable des fonds water, les services aux collectivités. À côté de ça, on va aussi trouver des équipements industriels, qui sont justement les clients de ces services aux collectivités. Tous les équipements pour les infrastructures, je pense à des valves, aux pompes, les membranes, les filtres, tous ces outils pour traiter l'eau de manière chimique ou physique. D'accord. Donc on a aussi cet aspect très équipement industriel et qui nous donne cet aspect un peu cyclique de long terme dans le portefeuille. On investit aussi dans des équipements pour les secteurs résidentiels, commerciaux ou industriels en termes de plomberie et de petits équipements. D'accord. Ça peut aller jusqu'au chauffe-eau, un chauffe-eau qui économise de l'eau par exemple. Et enfin, un secteur... Il faut forcément qu'il économise de l'eau, ce chauffe-eau ? Oui, on n'investit pas dans l'électroménager. D'accord, on est vraiment toujours dans cette thématique durable, en lien avec l'eau, même si c'est chauffer votre eau chez vous, mais faut que ça apporte en fait une innovation. Chauffe plus vite et permettre de consommer moins d'eau. D'accord. Même si il faut rappeler, je pense que tout le monde n'en a pas conscience, que le secteur résidentiel, à la fin, ça représente à peu près 10% de la consommation d'eau. Donc économisez l'eau, continuez comme je le fais à dire à vos enfants de ne pas laisser couler l'eau, mais à la fin, ça reste 10%. En fait, le secteur principal, c'est l'agriculture. L'agriculture, il faut avoir en tête, c'est 2 tiers. C'est quoi, c'est le traitement des eaux ou c'est le fait d'acheminer l'eau, tout simplement ? Non, c'est nourrir le bétail et toute l'alimentation humaine derrière. Pour vous donner une idée, produire 1 kg de bœuf, c'est plus de 15 000 litres d'eau. D'accord. Si vous faites 1 kg d'œufs, ou 1 kg d'œufs, disons 1 kg d'œufs. Oui, 1 kg d'œufs, c'est ça. C'est 6 fois moins. D'accord. Et si on descend sur des céréales, sur des protéines végétales, là on a un rapport quasiment de 1 à 10. Donc l'enjeu, il est là, et c'est pour ça qu'on investit aussi soit dans les alternatives aux protéines carnées, soit aussi dans l'analyse de l'eau. Et là le Covid est venu rappeler de manière très brutale l'importance d'analyser l'eau. Performant. Vous vous rappelez bien qu'on a réussi à détecter la présence du virus dans les eaux usées. Et puis pour réaliser tous ces tests et ces vaccins, on a eu besoin de toutes ces technologies qui permettent d'analyser l'eau. Donc voilà dans les grandes lignes tous les secteurs dans lesquels on investit. Rapidement, le couple rendement-risque, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre quand on investit dans l'eau ? Alors, on investit dans actions cotées, dans les actions internationales. Donc, nous avons un benchmark, un indice de référence, qui est un indice des actions internationales dans les pays développés. Et notre but, c'est donc sur le long terme de battre cet indice. Alors, c'est là que je mets un gros avertissement que les performances passées... Ne préjuge pas des performances futures. Absolument. On l'a lu, on l'a relu, effectivement. Et j'invite donc tout le monde à regarder les performances sur les sources officielles, notamment le site internet français de Robeco. Pour vous donner un ordre d'idée, et sur 20 ans moins 15 jours, on est sur une surperformance passée d'à peu près 4% par an sur ces 20 ans, par rapport à un indice action brut de frais de gestion. Ça s'explique comment, ça, que cette surperformance dont vous parlez ? Eh bien, justement, cette assise que nous donnent ces thématiques ancrées dans le développement durable, et donc sur des besoins vitaux,
font que ces investissements sont pérennes parce que absolument nécessaires. On voit bien le plan Biden, l'infrastructure qui est très globale. Il faut voir comment il sortira du Parlement. Il faut rester toujours prudent. Mais il y a une volonté. Voilà, on voit bien la priorité donnée à ce type de marché. Et donc, ça suit un cycle d'investissement long qui donne de la visibilité et des fonds qui sont absolument nécessaires, donc qui, in fine, arrivent vraiment sur ces marchés finaux. Et alors, pour conclure, Nicolas Benetton, il nous reste quelques secondes. Ça s'adresse à tout type d'investisseur ou il faut que ce soit un investisseur qui soit en lien avec des thématiques de développement durable ? Ça peut être un très bon premier essai dans ce type de thématique, par exemple. Ça offre une diversification a priori appréciable par rapport à un indice action classique ou un indice régional, français ou zone euro, par exemple, très clairement. Et ça peut se combiner aussi avec d'autres thématiques, soit environnementales autres, sur les énergies par exemple, soit si on a déjà une allocation dans la santé, où ça peut, le cas échéant, offrir une diversification appréciable. Merci beaucoup Nicolas Benetton de nous avoir expliqué du coup comment investir dans la thématique eau au sens large. On parle autant de traitement de l'eau que de l'acheminement de l'eau que de chauffe-eau innovants du coup. Nicolas Benetton, je rappelle que vous êtes responsable investissement durable chez Robeco. Merci à vous également de nous avoir suivis. On se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine. Les communes de France vont-elles vers une hausse inévitable de la taxe foncière ? Une question volontairement provocatrice mais qui traduit une réalité post-crise sanitaire pour un certain nombre de villes en France où les comptes sont au plus bas et les besoins d'investissement toujours élevés. Une situation que les investisseurs doivent prendre en compte lorsque les communes décident d'augmenter la taxe foncière. Nous en parlons avec Maëlle Bernier, porte-parole de Meilleur Taux. Bonjour Maëlle Bernier. Et nous en parlons avec Christophe Demerson, le président de l'UNPI, l'Union nationale des propriétaires immobiliers. Bonjour Christophe Demerson. Alors, on va commencer par une enquête qui n'a pas été menée par Meilleur Taux ou par l'UNPI, mais qui a été menée par l'Association des maires de France et la Banque des territoires, qui estime, ou en tout cas qui révèle que les communes estiment que le coût de la crise sanitaire représente 6 milliards d'euros sur 3 ans et qui montre également que 36% des communes envisagent ou ont déjà majoré leur taxe foncière sur l'année 2021. Alors on rappelle quand même qu'on est post-élection municipale, donc peut-être que ce qu'on aurait voulu augmenter en 2020, on l'a fait en 2021, mais 36%, c'est beaucoup. On peut peut-être commencer avec vous, Christophe Demerson. Qu'est-ce qu'on peut penser de cette augmentation subite de taxe foncière ? Je serais plus précis, ce n'est pas une augmentation subite. En réalité, ça fait 10 ans, si on prend sur 10 ans en arrière, parce qu'il faut prendre du temps long, l'immobilier, c'est le temps long, et sur 10 ans, c'est plus de 33%. D'accord. Plus 33%, j'insiste, c'est quand même pas rien. Sur l'augmentation nationale des taxes foncières, c'est une moyenne, mais 33% quand même sur 10 ans. Donc, on comprend que les maires sont inquiets. C'est vrai qu'il y a eu le Covid. Maintenant, il y a la suppression de la taxe d'habitation. Ça va être un autre sujet, mais c'est vrai qu'il est dans toutes les têtes. Tous les acteurs y pensent. Et c'est vrai qu'il va falloir trouver, comme on dit, de la matière fiscale, malheureusement. Et c'est vrai que toutes les explications vont être bonnes pour essayer de rassurer les propriétaires. Mais c'est vrai que les propriétaires, ils sont inquiets, mais ils peuvent parce que on voit que les collectivités n'ont pas de gros moyens pour le moment, mais les propriétaires non plus, puisque les finances, elles sont quand même au plus sèches, au plus bas. Et ce qu'on voit, c'est que si on fait une moyenne, c'est entre 2 et 3 mois de loyer ou de crédit. Alors on va revenir effectivement sur l'impact sur les finances. Juste pour bien comprendre ce que vous nous dites, c'est que vous à l'UNPI, vous constatez que il y a ces 36% en 2021, mais sur les 10 dernières années, il y a déjà eu une augmentation de 30% en moyenne en France de la taxe foncière. Plus de 33% en moyenne sur les 10 ans qui viennent déjà de se passer. Donc l'augmentation subite, en réalité, elle arrive après une hausse constante et énorme. Donc une tendance régulière. Vous avez cité, Christophe Demerson, la suppression de la taxe d'habitation, par exemple, qui viendrait expliquer cela. Ça, c'est nouveau pour le coup, ça fait moins de 10 ans. Donc, qu'est-ce qui explique que cette tendance d'augmentation de taxes foncières soit présente depuis beaucoup plus longtemps ? Ce qui explique ça, c'est qu'en réalité, les propriétaires ils sont toujours perçus comme une variable d'ajustement, c'est-à-dire que tout le monde fait ses projets, tout le monde monte son plan, et puis après on dit on se tourne vers les propriétaires pour payer. Le problème, c'est qu'on arrive quand même au bout de l'histoire, parce que, comme on le disait, ça fait quand même de l'argent. Et si on met un parallèle sur les 10 ans, 33%, c'est quand même 3 fois et demi l'inflation, 3 fois et demi plus que l'inflation, et 3 fois et demi plus que l'augmentation des loyers. Donc vous voyez que ça fait quand même... Maëlle Bernier, même question sur cette situation finalement d'augmentation de la taxe foncière de manière successive, et en plus dans un contexte où on est
la crise sanitaire n'est pas finie, mais en tout cas, on commence à se poser la question des investissements post-crise sanitaire. On a cette taxe d'habitation qui va disparaître. Une situation compliquée aujourd'hui pour un propriétaire. Je pense que c'est pas très positif ce que je dis, mais je pense que le pire reste à venir parce que forcément, pour les propriétaires. La taxe d'habitation, elle est supprimée, mais en fait, elle était quand même payée encore par beaucoup de gens jusqu'à l'année dernière, jusqu'à cette année. L'année prochaine, on va évidemment avoir besoin. Les maires ont besoin d'euros sonnants et trébuchants. Donc ils ne peuvent pas faire sans. Et on va aller les chercher, évidemment, comme disait Christophe tout à l'heure, sur les propriétaires, parce qu'on augmente un peu, ça se voit pas forcément, c'est déjà en fait tellement élevé. Parce qu'il faut quand même rappeler, on le disait tout à l'heure, c'est que vous avez quand même des villes où vous avez un prix de l'immobilier qui est très peu élevé, puisqu'on est inférieur à 2 000 euros. Donc vous pouvez vous loger facialement pour acheter 70 mètres carrés, par exemple, pour 600, 700, 800 euros par mois de crédit. Mais vous avez une taxe foncière en face qui est de l'ordre de 1 500. Donc vous voyez, ça fait 2 mois de crédit à rajouter. Alors, les agents immobiliers donnent cette information. Quand vous achetez un bien, quand vous visitez, on vous dit la taxe foncière, c'est tant. Mais ça veut dire que dans le plan de financement, beaucoup de propriétaires oublient de le. Disons qu'on se dit, c'est assez normal. On se dit, finalement, je vais payer le même prix que la location qu'à l'achat, parce que dans plein de villes de province, c'est ça. Oui, mais sauf qu'il y a effectivement 2 mois ou 3 mois même à rajouter en fin d'année. L'augmentation de cette taxe foncière, de ce que je comprends de ce que vous me dites, ça veut dire que c'est une surprise presque pour le propriétaire derrière si elle n'est pas anticipée, parce que c'est conséquent par rapport à l'achat. Ça dépend en fait si un primo-accédant, celui qui achète pour la première fois, il l'a pas payé parce avant il payait une taxe d'habitation, il était locataire. C'était l'autre, c'était celui qui lui louait, qui découvre un peu. Et puis ce qu'il faut rappeler, c'est que ça s'ajoute parce que, comme disait Maëlle, il y a le facial du jour où la personne achète, mais l'immobilier, comme je vous le disais, c'est le temps long. Et quand on dit l'augmentation 33%, c'est une moyenne. Mais si vous prenez des villes, par exemple, comme Saint-Denis, Clermont-Ferrand, je ne sais pas, des villes comme ça, Nantes, c'est plus de 40% sur 10 ans. Donc la personne qui a acheté il y a 10 ans, c'était pas le même prix, vous voyez, les 40%, ils sont. Et elle n'a pas encore forcément remboursé son crédit. Et elle n'a pas fini de rembourser son crédit. On voudrait qu'elle les rembourse sur 10 ans, mais c'est plus souvent sur 20 ans ou 25 ans. C'est vrai que, en plus, sur la résidence principale, c'est vraiment un impôt qu'on prend en pleine face parce qu'on le paye. Bien sûr. Quand on est investisseur locatif, il faut quand même un peu. Je suis la première à défendre les investisseurs locatifs, mais la taxe foncière, elle est déductible des revenus. D'accord, c'est important de le rappeler quand même. Voilà, donc c'est un peu plus indolore. C'est considéré comme une charge. Voilà, c'est une charge, donc on l'enlève au même titre que la MRA, que l'habitation, que tout le propriétaire bailleur et des choses comme ça. Ça reste un manque à gagner. Mais ça reste un manque à gagner. Mais ça peut créer, quand on construit un patrimoine immobilier, on peut avoir un déficit foncier qui n'est pas forcément négatif, donc voilà. Mais c'est sûr que pour les acheteurs de résidence principalement, évidemment, c'est toujours pareil, les plus jeunes, parce que la taxe foncière, il n'y a pas d'histoire de revenus, ou comme la taxe d'habitation qui a été supprimée petit à petit pour les gens les plus modestes et tout ça. Là, c'est tout le monde la paye. Voilà, vous êtes propriétaire, vous payez la taxe foncière. Et en plus, d'ailleurs, elle est calculée comment? C'est peut-être intéressant. Comment est-ce qu'elle est calculée, cette taxe foncière? C'est en fonction du mètre carré, en fonction du terrain? Comme on est entre nous, je vais vous le dire. Ah bah oui, c'est ça. C'est une usine à gaz, en réalité. D'accord. Parce que c'est une usine à gaz qui permet à tout le monde de dire qu'il n'augmente pas. C'est-à-dire que un coup, ça va être le département, un coup, ça va être les collectivités locales, un coup, l'interco, un coup, ça va être la mairie, et personne n'augmente en même temps. Ce qui fait que quand vous allez dénoncer ça... C'est intéressant parce que moi, dans mon étude, j'ai l'Association des maires de France et j'ai les communes envisagent. Non, mais il n'y a pas que la mairie qui peut augmenter la taxe foncière. Si je vous dis c'est une base et sur laquelle on applique un taux, c'est le début de l'histoire, mais dans une demi-heure, on sera encore au début de l'explication. En réalité, c'est une usine à gaz et qui permet, comme je vous le dis, facialement de dire on n'augmente pas, parce que vous allez dire ça augmente. Oui, mais en réalité, le problème, c'est que le maire, il va dire non, moi, j'ai pas augmenté cette année. Et puis de l'autre côté, l'année d'après, le département, il va dire non, on n'a pas augmenté. Mais le maire, il aura augmenté. Voilà, mais ça et en plus, malgré tout, il ne faut pas oublier que la base au début, tous les ans, c'est le Parlement qui décide une hausse en fonction... Généralisée pour le coup. Généralisée pour le coup, sur lequel, après, les maires ou les départements continuent à travailler. Mais en fait, oui, c'est pour ça. Ce qui est assez drôle, c'est que Paris, par exemple, c'est la taxe foncière la plus faible du marché. D'accord. Parce qu'en fait, elle est compensée, c'est des vases communicants, elle est compensée par le fait qu'il y a beaucoup d'entreprises qui payent des taxes à Paris, et du coup, on peut se permettre d'avoir une taxe foncière encore pas très élevée. Mais on sait qu'il y a des révisions cadastrales qui arrivent, parce qu'il y a des arrondissements parisiens aujourd'hui qui, si je schématise, il y a 40 ans, étaient des coupes-gorges. Et du coup, voilà, on parlait du 17e, par exemple, du nouveau 17e.
Oui, qui aujourd'hui sont des quartiers très modes et machin, où les prix sont totalement dérisoires. Vous avez payé pour 70 mètres carrés moins de 600 €, alors que vous avez un bel appart ce matin, puisque vous êtes dans une catégorie qui était à l'époque pas terrible. Donc il y a des révisions à venir. En plus, il y a des révisions à venir. Des révisions cadastrales, effectivement. Alors, je sais plus, c'est 2026 ou quelque chose comme ça, mais enfin, il y a quelque chose, oui. Et qui doit venir, qui peuvent en plus permettre d'en rajouter sur certains qui ne payent pas encore beaucoup. Et qui va permettre de réindexer sur le marché actuel des taxes foncières. Voilà. Mais ça concerne pratiquement les grandes villes. Voilà. C'est juste pour les grandes villes. Paris est vraiment mais malgré tout, vous inquiétez pas, c'est que c'est quand même souvent, parce que le cas qu'explique Maëlle, ça se peut, mais malgré tout, si vous regardez ce qui se passe, on nous explique qu'il n'y a rien eu de fait depuis 1970, mais enfin, moi, je sillonne la France toute l'année. Je peux vous dire que c'est quand même bien réévalué tous les ans. Mais pas forcément via ce prisme-là. Pas forcément via ce prisme-là. Et je voulais quand même insister aussi sur un dernier point, c'était par rapport, Maëlle parlait des bailleurs. Mais c'est vrai que pour les bailleurs, c'est un enjeu aussi, parce que si on regarde les obligations vers lesquelles ils sont confrontés de plus en plus, et c'est un vrai sujet aujourd'hui, puisqu'on le voit aujourd'hui, il y a des enjeux de climat, il y a des enjeux d'énergie. Donc les bailleurs vont être obligés de faire des investissements conséquents. Alors ça, c'est autre chose, effectivement. C'est pas la taxe foncière, mais c'est des obligations de dépenses. C'est les obligations de dépenses, mais pour vous faire voir que la marge de manœuvre, elle est quand même réduite, parce que je rappelle quand même que les bailleurs, c'est les seuls avec les propriétaires qui payent l'impôt foncier. À côté de ça, dans le secteur locatif, tout le logement social ne paye pas. Alors justement, on va voir avec Maëlle Bernier dans quelques secondes un petit peu comment prendre en compte cette augmentation de taxe foncière quand on est investisseur. Juste avant, Christophe Demerson, est-ce qu'on peut rapidement rappeler du coup à quoi elle sert cette taxe foncière? C'est-à-dire pourquoi aussi cet impôt-là, finalement, qu'est-ce qu'il va financer, s'il va financer les communes, les mairies, les collectivités, comme vous nous dites? Vous avez 3 heures. Parce que, en général, à quoi sert un impôt? En général, c'est toujours... Désolé, mais vous avez 30 secondes maximum. On n'a pas 3 heures, malheureusement, en 3 secondes pour vous dire, c'est vrai que nous, on ne conteste pas l'impôt. Bien sûr qu'il faut un impôt pour faire marcher un maire, il a besoin de fonds. Et donc, c'est une source de revenus pour les collectivités territoriales, locales et autres? Bien sûr qu'il le faut. Il faut faire marcher les piscines, il faut faire marcher les écoles. D'accord, donc ça va financer ça. Ça finance ça. Ça finance ça. Le problème, c'est pas ça qu'on dénonce. Nous, ce qu'on dénonce, c'est la dérive. C'est la dérive qu'on dénonce. Mais pourquoi? Parce qu'il y a moins de sources de revenus d'autre côté. Par exemple, effectivement, je voyais qu'en 2020, il n'y avait plus de ressources de revenus de crèches ou de cantines scolaires. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'on augmentait un peu plus la taxe foncière. Oui, mais ça c'est le Covid. Mais moi, je vous ai pris exprès, je vous ai pris sur 10 ans. Mais si on aurait pris pour 15 ans, ça vous aurait fait mal à la tête. Et pendant ce temps, d'un côté, on est contraint. Les salaires, ils sont contraints, les loyers, ils sont contraints, et de l'autre côté, c'est la dérive. Nous, ce qui nous inquiète, c'est le delta, parce que les obligations, les normes, tout ça, c'est de plus en plus fort. Et donc après, il y a un moment où le modèle économique, il passe plus. Il y a un besoin de moyens, et que du coup, il n'y a pas tellement 36 solutions pour aller chercher. Il y a moins de contribuables, parce qu'en fait, effectivement, le fait de supprimer la taxe d'habitation, c'était merveilleux comme promesse de campagne, mais c'est un énorme coup de bambou pour les propriétaires. Depuis le début, tout le monde l'a dit. Oui, donc en fait, on supprime dans un endroit, mais c'est les vases communicants pour revenir dans un autre endroit. Bon alors, l'heure tourne quand on est investisseur et qu'on doit prendre en compte la taxe foncière. Maëlle Bernier, vous avez une vision un peu territoriale et nationale des investissements et notamment de la façon de gérer son crédit. Comment est-ce qu'on prend ça en compte quand on veut devenir propriétaire ou qu'on est déjà propriétaire? Alors, c'est très simple. Quand vous faites un crédit immobilier, on va prendre en choix. On va regarder vos revenus, on va regarder combien vous pouvez rembourser par mois et effectivement, on va calculer un taux d'endettement maximum de 35%. Et on va dire que vous pouvez rembourser tant par mois. Sauf qu'effectivement, on ne prend pas en considération, les banques ne prennent pas, jusqu'à présent, en considération la taxe foncière. Donc il faut avoir en tête que c'est global, on va dire, excepté les très grandes villes, notamment Paris. Quand vous achetez un bien immobilier, dites-vous qu'il faut que vous ayez en plus, dans votre budget, tous les ans, en gros, un mois et demi de crédit en plus en poche. Ça veut dire qu'il ne faut pas être complètement ric-rac parce que ça tient sur 13-14 mois. C'est 13-14 mois. En gros, un achat immobilier, ce qu'il faut se dire, c'est pas 12 mois, c'est 12 mois pour la banque, mais c'est un 13e et peut-être un 14e mois pour les impôts locaux. D'accord. Mais plutôt 14 parce que comme on va véritablement vers des augmentations, voilà. Donc c'est juste avoir son budget. C'est avoir son budget. On sait très bien que sur encore une fois, des primo-accédants qui sont assez ric-rac, qui ont peu d'épargne, peu d'apport, il faut faire attention à ça. Mais quand on va voir sa banque, la banque, elle nous dit globalement, vous payez un loyer de temps, très bien, donc ça veut dire que vous êtes capable de rembourser c'est exactement ça. Mais donc en fait, le calcul n'est pas bon. En fait, si la banque, elle calcule justement ce que je vous dis. Pour elle, évidemment. Elle calcule, après la banque
banque n'a aucun intérêt à ce que vous vous retrouviez à zéro, parce que pour elle, c'est l'enfer. Mais en fait, si vous voulez, c'est dans les calculs de banque, on dit, vous remboursez 800 € de loyer, vous pouvez, on appelle ça un saut de charge, vous pouvez passer à 900 peut-être en crédit, mais la taxe foncière n'est pas prise en compte dans l'endettement. En tout cas, pas encore. Donc l'avoir en tête, c'est 13-14 mois. Un achat immobilier, c'est 13-14 mois de crédit. Si on regarde un petit peu les villes en France, donc on a compris que Paris, en même temps, vu les prix de l'immobilier à Paris, c'est un peu plus indolore, effectivement. Mais, et puis, il y a beaucoup d'entreprises, ce qui fait qu'elles c'est une source de revenus pour les collectivités. Quelles sont les villes où il faut faire très attention à la taxe globalement, foncière ? vous avez des taxes foncières qui... Là où nous, on a fait l'étude pour 70 mètres carrés, vous avez une taxe foncière qui est dans la majorité des villes de France, compris entre 1 300 et 1 600 € par an. D'accord. Donc, ensuite, il faut regarder combien est la mensualité. Donc, par exemple, une ville, je prends Nîmes, Saint-Étienne, Le Havre, Le Mans, des villes qui sont pas chères à l'achat. Vous avez des crédits pour acheter ces biens-là qui sont inférieurs à 1 000 €, plutôt autour de 700-800, et vous avez une taxe foncière à 1 500. Donc, évidemment, on est typiquement dans les 2 mois. Mais si on regarde bien, moi là, je regarde les taxes foncières partout, excepté, encore une fois, Paris et Lyon, et Lille, vous avez des taxes foncières qui sont supérieures à 1000 et plutôt autour de 1 500 € par mois. Si je fais le lien avec cette tendance qu'on voit un petit peu là de gens qui veulent quitter les grandes villes pour aller un peu plus sur le territoire ou quitter la capitale pour aller d'autres grandes villes, il faut prendre en compte effectivement. Alors effectivement, on se dit que le prix au mètre carré est moins cher puisqu'on quitte si on fait Paris, Le Mans, pour être très clair, on gagnera quand même parce que le ratio prix-achat et puis en surface surtout. Mais c'est vrai que ça peut faire drôle. C'est-à-dire que quand on est parisien, qu'on est habitué à payer 700 € de taxes foncières et qu'on arrive dans une ville moyenne, type Le Mans, Le Havre, avec une belle maison et qu'on va se récupérer 2 à 3 000, parce que pour le coup, c'est plutôt 3 000 de taxes foncières, ça peut faire mal au mois de septembre. Alors, il faut l'avoir en compte, Christophe Demerson. C'est vrai ce que disait Maëlle, dans des villes facialement pas chères. Elle prenait l'exemple, on en parlait tout à l'heure, on prenait l'exemple de Saint-Étienne, mais vous prenez Angers, Amiens, Grenoble. Des villes comme ça, vous voyez, Grenoble, il nous parle beaucoup. Grenoble, mais enfin, Grenoble, c'est plus de 3 mois, c'est plus de 3 mois de loyer. Hein, c'est plus de 3 mois de loyer, Grenoble. 3 mois de loyer, oui. Grenoble, Le Havre, Maëlle l'a dit, mais il y a beaucoup de villes, Saint-Étienne, Angers. Et ça, c'est pourquoi Grenoble, pourquoi ? Parce qu'il y a plus d'investissements. Ça, il faut demander à Éric Piolle. Il y a des villes qui ont lancé des chantiers, des travaux. Moi, je connais très bien, il y a eu des tramways. Dès que vous avez un tramway, en général, vous pouvez vous dire, dès qu'il y a eu une construction de tramway dans les 10 dernières années, vous pouvez vous dire que vous avez forcément une augmentation. Et puis après, il faut financer d'autres choses. Donc, on parle de Grenoble. Des transitions. C'est aussi que nous, on a observé attentivement. Il y a quelque chose, on en parlait tout à l'heure aussi avec Maëlle, il y a quelque chose qu'on a observé, c'est que les villes, par exemple, où il y a l'encadrement des loyers, la taxe foncière augmente. Et c'est là où les villes où la taxe foncière augmente le plus. D'accord. Comme par hasard. Donc encore un effet de vase communicant. C'est un effet de vase communicant, mais je veux dire, il faut faire attention parce que quand il y a des signaux, c'est peut-être idéologique aussi, mais justement, alors si on va sur le terrain de l'idéologie, nous on n'est pas sur le terrain de l'idéologie, mais on est quand même pragmatique. C'est vrai que si vous êtes à Bordeaux, si vous êtes à Montpellier, si vous êtes à Saint-Denis, il faut quand même faire attention parce que c'est des villes qui, on peut dire, qui sont peut-être pas trop amies avec les propriétaires. Et si on regarde sur un achat sur 15, 20 ou 25 ans pour rembourser le crédit, ça peut se gâter parce que là, on est quand même sur des hausses énormes. Alors, ce sera le mot de la fin. On aurait pu en parler pendant des heures. Merci en tout cas, Maëlle Bernier, porte-parole de Meilleur Taux, et Christophe Demerson, président de l'UNPI, pour cette discussion à bâton rompu, finalement, sur la taxe foncière. Merci à vous également de nous avoir suivis. On se retrouve dans quelques instants pour la deuxième partie de Smart Patrimoine. Rebonjour et bienvenue pour la deuxième partie de Smart Patrimoine, une deuxième partie en partenariat avec Club Patrimoine où nous recevons des professionnels de la gestion de patrimoine afin de décrypter avec eux leurs enjeux au quotidien. Et nous avons d'ailleurs été rejoints comme d'habitude par Laura Olivier, journaliste chez Club Patrimoine. Bonjour Laura. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Et au programme aujourd'hui, bien sûr, le club macro et notre premier invité sera Georges Nemes, président du groupe Patrimofi. Et avec lui, nous allons parler d'une tendance qui se dessine, celle de ces fonds qui s'intéressent au cabinet de CGP. Et ensuite, dans le Club Action, on se demandera si les investisseurs reviennent vers l'hôtellerie, vers ce secteur qui a été particulièrement impacté par la crise sanitaire. On en parlera avec François Mananti, le directeur commercial de Extendam.
Et restez bien avec nous jusqu'à la fin. Dans le Club Expert, nous allons avoir une nouvelle chronique, le débrief des conférences avec Bogdan Koval, le directeur de la rédaction de Club Patrimoine. On se retrouve tout de suite donc dans le Club Macro. Et merci d'être avec nous pour le Club Macro. Notre invité aujourd'hui est Georges Németh, le président du groupe Patrimofi. Bonjour Georges Németh. Bonjour. Bonjour. Alors, on va parler avec vous d'une tendance, parce qu'actuellement, c'est vrai que les cabinets de gestion de patrimoine suscitent de plus en plus d'engouement auprès des fonds de private equity. Et un exemple avec vous, avec donc, le groupe Patrimofi, puisque vous avez vu l'entrée du fonds Andera Partners à votre capital. Pourquoi est-ce que les fonds s'intéressent comme ça au cabinet de CGP ? Écoutez, nous sommes une profession qui est relativement peu développée, qui a devant elle des perspectives importantes de croissance, notamment dans le cadre de la concurrence frontale que nous avons avec les banques et les services des banques privées. Oui. Les clients attendent de plus en plus de conseils personnalisés, de suivi dans la durée. C'est ce que peuvent leur apporter les conseillers en gestion de patrimoine. Donc cette profession a évolué, s'est professionnalisée, c'est hyper réglementé ces dernières années. Tout ça a amené à la fois la professionnalisation de cette profession, mais également la croissance, l'augmentation des coûts de l'exercice de la profession. Donc ça nécessite clairement, je le dis depuis des années, des regroupements entre conseillers. C'est la concurrence des banques qui accélère finalement ce besoin de regroupement parce que vous êtes de plus en plus nombreux sur ce secteur d'activité, c'est ça ? Non, c'est pas la concurrence des banques, elle a toujours existé. Je dirais même qu'aujourd'hui, elle est plutôt assez inexistante, étonnamment. En tout cas, je pense que les banques sont en train de revoir leur modèle. Même s'il y a une volonté de leur côté qui est affirmée pour le coup. Oui, mais franchement, je le dis, pardonnez-moi de le dire comme ça, mais notre profession a un boulevard devant elle pour se développer. Simplement, nous connaissons depuis plus d'une dizaine d'années un accroissement, un alourdissement de la réglementation de l'exercice de cette profession, qui me paraît totalement légitime et normal, et c'est la protection du client final, c'est la professionnalisation de l'exercice qui entraîne des charges, des conditions d'exercice, des coûts plus importants. Et ça nécessite de les mutualiser, donc de se regrouper d'une manière ou d'une autre. Quelle est la part qu'Andera Partners a prise chez vous ? À quelle hauteur elle est ? Alors, Andera Partners, nous l'avons publiquement dit, est notre actionnaire de référence. Donc, très exactement, Andera Partners est aujourd'hui, je crois, techniquement pour quelque temps actionnaire minoritaire, donc quasiment à parité avec nous. Nous avons une gouvernance qui est totalement équilibrée, qui ne tient pas compte de cet aspect des choses. Et Andera Partners a vocation à devenir majoritaire chez nous à l'occasion des prochaines opérations de croissance externe que nous serons amenés à mener et qu'ils financeront. Donc, quand vous parlez de gouvernance totalement équilibrée, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que nous avons un pacte qui régit nos relations comme des actionnaires à parité dans cette société. Donc là, vous ne serez plus le seul à prendre les décisions ? Nous sommes déjà une équipe de dirigeants dans le groupe Patrimofi et nous avons la chance d'avoir maintenant une équipe complémentaire qui est celle d'Andera Partners, qui a fait un gros travail d'investigation sur notre profession, qui a compris notre métier, qui a compris en tout cas notre stratégie, qui a compris la culture et l'ADN du groupe Patrimofi. Et pour nous, nous avons bien l'intention de nous appuyer sur eux pour nous développer. C'est vrai que ça peut poser question vis-à-vis de l'épargnant particulier ou de la personne qui met sa fortune ou en tout cas son patrimoine en gestion chez vous. Donc je rappelle juste que ce n'est pas isolé ce qui se passe chez Patrimofi en ce moment. Bridgepoint est rentré au capital de Cyrus Conseil, Apax Partners au capital de Crystal, Florac au capital de Erez et Naxicap au capital d'Astoria Finance. Donc on voit de plus en plus de fonds de private equity qui rentrent au capital de grands CGP. Et vous nous disiez avant l'émission, on en reparlera peut-être, que même les grands CGP en fait se consolident eux-mêmes en région. Pour autant, avant de parler peut-être du secteur, pour bien comprendre, quand on met son épargne chez un CGP et que ce CGP a ouvert une partie de son capital à un fonds de private equity, on peut se dire mais du coup, est-ce que ça va avoir une incidence sur cette indépendance de gestion de mon capital ? Alors, c'est exactement le contraire, en tout cas en ce qui nous concerne, puisque nous avons entamé une démarche de réflexion sur la recomposition de notre capital pour pouvoir nous doter de moyens plus importants pour poursuivre notre développement. Donc, nous avions le choix entre des industriels du secteur et des fonds. D'accord. Nous avons clairement avancé de manière très importante avec à la fois des industriels
et des fonds. Et nous avons tiré la conclusion que notre indépendance, l'indépendance de l'exercice de notre métier, l'indépendance du conseil que nous donnons à nos clients pour la gestion de leur patrimoine, elle était bien plus préservée avec un fonds d'investissement, donc qui est un associé mais financier, qu'avec un industriel qui peut avoir une logique, ce que je ne conteste pas, une logique de promouvoir ses propres produits au sein de par notre intermédiaire. C'est la question qu'on peut se poser. Ça veut dire que là, Andera Partner ne pourra pas... Non, Andera Partner, non. Le concept de base de notre groupe, c'est nous fonctionnons en architecture totalement ouverte. D'ailleurs, il y a eu un débat ces derniers temps également sur la concentration qui se passe actuellement au niveau des sociétés de gestion et sur le fait qu'il y a un certain nombre de gros cabinets de gestion de patrimoine se portent acquéreurs de sociétés de gestion où on crée. Et donc, personnellement, je me suis permis d'exprimer un avis contraire à cette démarche du marché en disant que je pensais qu'il y avait peut-être un problème déontologique, un problème de percevoir l'indépendance du conseil tout en étant propriétaire d'un de ses propres fournisseurs. Donc, mais qu'est-ce que ça va vraiment vous apporter? Parce que vous avez acheté beaucoup de cabinets de CGP, donc vous n'aviez peut-être pas besoin de leur expertise, puisque déjà vous en aviez une très bonne. Alors, nous avons besoin de l'expertise d'Andera, vous parlez d'Andera. Nous avons besoin aussi de sa puissance financière pour nous permettre de poursuivre notre plan de marche de croissance externe et de continuer à identifier des pépites dirigées par des chefs d'entreprise, des entrepreneurs qui ont réussi, qui sont suffisamment réussis pour nous donner envie de leur proposer de s'associer à notre groupe et de continuer à développer cette culture, cet ADN commun que nous avons fait à ce jour. Donc c'est pour continuer à vous développer, le fait que de plus en plus de fonds de private equity rentrent au capital de CGP, ça ne veut pas dire que les cabinets en gestion de patrimoine connaissent une période difficile? Ça veut dire qu'il y a besoin de fonds? Ça veut dire qu'il y a besoin de fonds, ça veut dire qu'ils connaissent une période d'expansion et qu'il y a un vrai problème de taille critique. Même, je sais qu'il y a un débat au sujet de l'intérêt de la taille critique, mais il y a un vrai problème de taille critique dans notre métier. Et donc, les fonds d'investissement se sont intéressés aux plus importants. Maintenant, on va dire aux moyens dont nous faisons partie. Nous nous intéressons, nous, au CGP, en qui nous nous reconnaissons et à qui nous avons envie de proposer de devenir des dirigeants associés entrepreneurs dans notre groupe. Et Andera est là pour nous soutenir dans cette démarche. Ça va vous aider à développer justement votre croissance externe? Vous pensez qu'il y a encore plus de cabinets là, de CGP qui vont s'intéresser à vous? Et comment vous arrivez à les convaincre, là, déjà, aujourd'hui? Ce sont des histoires d'hommes, pour nous. Bien sûr, nous sommes dans le monde du chiffre, de la finance, donc tout le monde analyse les dossiers sur le plan financier. Évidemment. Une fois qu'on a fait ça, quelle est la différence? Qu'est-ce qui fait que nous avons, nous, envie de nous associer avec un CGP? Qu'est-ce qui va inciter ce CGP à nous choisir plutôt que d'autres candidats? Car il y a beaucoup de monde qui se porte candidat à beaucoup de choses. Le groupe Cyrus, par exemple. Oui. Beaucoup de croissance externe. Beaucoup de CGP ne vont peut-être pas se reconnaître dans le projet Cyrus, RS, Cristal, mais plus dans le projet Patrimofi, qui vont trouver plus à leur dimension. Ils trouveront une place différente qu'on va leur proposer. On va leur proposer de devenir associés. Donc tout le monde va dire un peu la même chose, mais ce sont des histoires d'hommes. Et nous sommes encore, dans notre métier, à une dimension véritablement encore très, très humaine dans les relations et dans les choix que peuvent faire réciproquement. Ouais, donc, comme vous disiez, au-delà des chiffres, il y a vraiment l'histoire d'hommes qui fait qu'on vous choisit, vous. J'en suis convaincu. Vous parlez de croissance et en fait, surtout de croissance externe, finalement. Ça veut dire que là, l'objectif de Patrimofi, c'est quoi? D'avoir un maillage territorial plus large plutôt que d'aller chercher à proposer d'autres services? C'est plus de concentrer encore un petit peu votre offre? Alors, notre démarche, elle est plutôt opportuniste. D'accord. Comme c'est une histoire d'hommes, ça va être plutôt à quel endroit nous allons identifier et retrouver des hommes. Nous fonctionnons beaucoup par relation, par réseau. Si ça nous permet de combler notre maillage territorial, pourquoi pas, mais ce n'est pas une démarche absolue. L'autre démarche, effectivement, c'est d'identifier des compétences complémentaires qui viennent s'adjoindre à celles déjà existantes dans le groupe pour pouvoir être encore plus fort et plus compétent auprès de nos clients. Et donc, ce sont un peu ces deux démarches-là, mais toujours fondées sur une relation humaine qui va s'inscrire dans la durée. En tout cas, si vous avez été démarché par un fonds et qu'ils se sont intéressés à vous, ça prouve que votre travail de fond, tout ce travail de croissance externe, a porté ses fruits. Oui, je pense que le groupe Patrimofi a suscité beaucoup d'intérêt ces derniers mois et nous en sommes très fiers et nous remercions tous ceux qui se sont intéressés à nous. Et nous avons eu la chance de sélectionner Andera, en qui nous nous sommes retrouvés et
et que nous nous voyons faire quelques années un parcours ensemble. Nous n'avions pas plus tard qu'hier notre première réunion post-deal. Très bien. Et du coup, le fait de proposer les produits Andera n'est pas à l'ordre du jour, toujours pas. Non, oui, exactement. Les produits Andera seront passés à nos tests internes au même titre que les autres. Merci beaucoup, Georges Neymes, d'avoir été avec nous. Hôtellerie, le retour des investisseurs, c'est tout de suite dans le Club Action. Le Club Action, c'est avec François Mananti, le directeur commercial d'Extendam, avec qui nous allons nous poser la question du retour des investisseurs dans l'hôtellerie. Vous voyez le bandeau qui s'affiche en dessous de l'écran. François Mananti, c'est une thématique qui sonne presque comme une incantation finalement à la fin, en tout cas à la préparation de la fin de cet épisode Covid, avec des économies qui réouvrent et un secteur du tourisme qui réouvre également, mais qui reste soumis quand même à pas mal de restrictions selon les pays. Vous avez la lourde tâche, j'ai envie de dire, de rester optimiste pendant 10 minutes avec nous en plateau. Nous le sommes, donc tout va bien. Vous l'êtes, pardon, donc c'est parfait. Je rappelle quand même que Extendam, donc, c'est un des leaders européens du capital investissement dédié à l'hôtellerie économique et milieu de gamme en Europe. Ça, c'est dit. Du coup, c'est votre cœur d'activité. Comment est-ce que vous avez vécu la crise sanitaire avant d'aller sur l'optimisme dont vous venez de nous parler ? En fait, la grande chance dans le marché de l'hôtellerie, c'est que le marché de l'hôtellerie est un marché qui est très mature. Donc, quand la crise s'est annoncée que personne n'avait vu venir, si on regarde le niveau des transactions qui se sont passées, les transactions se sont quasiment arrêtées, mais les niveaux de prix sont restés stables pour les quelques transactions qui avaient déjà été engagées. Quand donc, vous dites transactions, c'est d'investissement. D'investissement, exactement. Okay. Donc, c'est plus un marché qui se régule par les volumes que par les prix. Donc, les volumes ont chuté environ entre 70 et 80% en fonction des régions. Je parle du marché français, bien évidemment, mais les prix se sont maintenus. Ça, c'est au titre de l'année 2020. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé sur le premier semestre 2021 ? Le retour en force des investisseurs, qu'ils soient français ou étrangers, notamment à travers des institutionnels étrangers et des family office. Donc il y a une compétition là aujourd'hui qui repart pour avoir les meilleurs actifs dans les meilleurs emplacements. Vous dites en force, ça veut dire que quoi ? On est revenu au niveau d'avant crise sanitaire ? Pas exactement. Tout doucement, on va commencer à y tendre. On pense que sur le premier trimestre 2023, on va retrouver les mêmes niveaux que sur ceux de 2019. Mais c'est un marché aujourd'hui qui intéresse beaucoup parce qu'il y a des très forts catalyseurs qui vont arriver, tels que les Jeux Olympiques en 2023 ou plus proche la Coupe du Monde en 2023 de rugby. Donc en fait, concrètement, on est aujourd'hui confiant sur la reprise du marché, confiant sur le retour aussi des flux, qu'ils soient touristes ou même des professionnels sur le marché de l'hôtellerie. On peut rappeler peut-être quelle est votre catégorie, quels sont les clients de vos hôtels, puisque c'est donc hôtellerie économique, milieu de gamme, domestique, ça correspond à quoi ? Parce qu'on a vu l'hôtellerie de luxe, c'est une catastrophe, c'est 20 à 35% d'occupation. Pour vous, c'est beaucoup plus gai. Alors oui, en fait, le marché de l'hôtellerie, comme beaucoup de marchés, il est segmenté. Donc il y a le marché effectivement du luxe, il y a le marché du haut de gamme, il y a le marché de l'économique milieu de gamme. Nous, on est spécialisé sur le marché de l'économique milieu de gamme. Concrètement, c'est les 2, 3, 4 étoiles globalement. Et pas tous les marchés, ces marchés dont on vient de parler, ont traversé d'une même manière la crise. Pourquoi ? Pour une raison qui est très simple, c'est que en fait, ça adresse une clientèle qui est différente sur chacun des marchés. Le luxe et le haut de gamme, c'est le marché international, européen, américain, asiatique. L'économique milieu de gamme, c'est un marché qui est domestique, local. Mais ils ont quand même tous fermé au même moment. Donc après, la réouverture n'a pas été la même pour tout le monde, c'est ce que vous dites ? C'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est ce qu'on a remarqué à partir du mois de juin, quand tout le monde a réouvert, en tout cas sur le marché économique milieu de gamme. On voit les flux qui ont commencé à revenir parce que c'est un besoin fonctionnel d'hébergement. On a besoin de l'ultra court séjour, une nuit, 2 nuits, pour des raisons professionnelles de déplacement et fonctions usuelles tout simplement de l'hébergement. Mais François, du coup, la valeur de vos hôtels n'a pas baissé ? Alors aujourd'hui, on a été très actifs sur le marché effectivement à l'acquisition, ce qui est normal en tant que capital investisseur. On doit déployer aussi des fonds sur des institutionnels de fonds propres qui nous font confiance et aussi en gestion privée, gestion de fortune. Mais en même temps, on est vendeur aussi. Donc on a cette double casquette à assumer. Et sur les sessions que l'on a fait, les multiples de valorisation sont restés stables par rapport à ce que nous avions connu en 2017, 2018, 2019. Mais alors, moi, c'est là où je trouve que c'est pas forcément évident à comprendre. C'est que
Les multiples de valorisation restent stables, les prix restent stables, les investisseurs sont partis d'un coup et là reviennent en force, mais il n'y a pas plus d'opportunités finalement, puisqu'il n'y a pas eu de baisse de coûts, si je comprends bien. Oui, en fait, tout simplement, on disait tout à l'heure qu'il y a de très forts catalyseurs qui vont arriver sur le marché français. Donc en fait, il y a une anticipation des investisseurs sur le marché et sa capacité aujourd'hui à générer des rentabilités que l'on a connues, retourner sur des rentabilités intéressantes. On parle sur des rentabilités dans l'hôtellerie, en tout cas nous, sur du brut, avant retranchement de frais de gestion, entre 11 et 12% brut de frais de gestion. Quel est le taux d'occupation de vos hôtels aujourd'hui ? Alors, tout dépend. Alors, Paris continue bien évidemment à souffrir, c'est compliqué. À l'exploitation, on parle bien sûr environ de moins 40% par rapport à 2019. Parce que c'était plus du tourisme d'affaires C'était plus des flux touristiques internationaux sur Paris. Ça a échappé à personne que la Tour Eiffel, il n'y avait pas la queue à la Tour Eiffel, ça a échappé à personne. Par contre, en région, on retrouve des taux d'occupation qui sont de l'ordre de 55 à 60%, donc qui sont des niveaux tels qu'on le connaissait avant. Donc en fait, une rentabilité des actifs tels qu'on les connaissait avant. Alors bien évidemment, tout ça porté par la clientèle qui est domestique, locale. Et d'ailleurs, on voit l'été qui vient de passer 2021 a été un très bon été pour l'hôtellerie globalement. Et côté opération, vous avez eu des acquisitions là, sur les 8 premiers mois. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose ? On est très actifs. Sur le premier semestre 2021, on a fait autant d'acquisitions que sur 2020. Pour une raison qui est très simple, c'est qu'on arrive aujourd'hui à avoir un sourcing qui est désintermédié, à avoir certaines opportunités d'acquisition. Vous avez toujours vraiment un sourcing off-market. D'accord. C'est ce que l'on souhaite. À 90% de nos acquisitions, c'est off-market. Très bien. On aime bien les brokers, mais en même temps, à l'acquisition, on aime bien parler directement avec le propriétaire. C'est un peu ça le principe. Et donc, ça nous permet de faire bénéficier à nos porteurs de parts, à nos clients, nos partenaires distributeurs d'opportunités de marché telles que des club deals que l'on propose. Actuellement, on propose un club deal sur 2 actifs en région parisienne, dans l'ouest parisien, dont une en VFA, qui rencontre un gros succès. Donc on fait partager cela. Qui sont vos porteurs de parts généralement ? Alors aujourd'hui, on travaille le marché bien évidemment institutionnel, qui nous confie sur fonds propres. On parle de mutuelles, d'assureurs, de banques. Mais aussi avec nos FPCI, nos fonds professionnels de capital investissement, on travaille la clientèle, gestion privée, gestion de fortune, où à partir de 100 000 € pour des clients professionnels, ils peuvent acquérir ce porteur de part. C'est le minimum, oui. Minimum 100 000 €. Exactement. Et de rentrer sur le marché de l'hôtellerie, qui est un marché très institutionnel à la base. Alors, vous avez parlé du rendement 11 à 12%. Moi, j'aime bien parler du risque quand on parle du rendement. C'est ce qu'on à quoi est-ce qu'il faut s'attendre dans le pire des cas si jamais on investit dans un hôtel ? Et la crise est normalement finie, ou en tout cas pas forcément du côté sanitaire, mais du côté économique. Normalement, on essaye on anticipe des jours un peu meilleurs. Mais à quoi est-ce qu'il faut s'attendre si on investit dans l'hôtellerie ? Alors, bien évidemment, quand on parle de capital investissement, c'est associé au risque qui est associé. Il y a un risque de perte en capital, un risque de liquidité, bien évidemment, puisqu'on investit bien dans le capital de PME. Bien sûr. D'accord. Bien sûr. Le gros avantage dans l'hôtellerie, c'est que quand on investit sur ce marché-là, il y a une composante immobilière qui est très importante. Un hôtel, c'est quoi ? Pour bien préciser, pour bien comprendre, quand vous investissez dans un hôtel, vous investissez dans un hôtel exploité en propre, ou vous investissez dans un hôtel d'une chaîne d'hôtels, par exemple ? C'est une très bonne question. Quand on investit dans l'hôtellerie, donc on investit dans les murs et fonds de commerce. Donc murs, c'est la composante immobilière. Le fonds de commerce, c'est la création de valeur additionnelle. Donc il y a une très forte composante immobilière dans l'investissement. Mais vous comprenez bien, on est une société de gestion indépendante. C'est pas nous qui allons exploiter l'hôtel au quotidien. Donc après, vous pouvez le mettre à disposition d'une chaîne ou autre. Alors les chaînes, on les utilise pour avoir leur enseigne, sous un contrat de franchise tout à fait classique. Par exemple, on veut mettre l'enseigne Tribe, qui est l'enseigne lifestyle de Accor, on va choisir de travailler avec eux sous un contrat de franchise. Mais l'exploitant au quotidien, c'est une société spécialisée d'exploitation hôtelière qui va exploiter l'actif pour notre compte et pour le compte donc de nos porteurs de parts. Alors je vous ai coupé sur le risque, pardon, mais peut-être juste pour avoir la réponse sur le risque. Et après le risque, on a vécu là une grandeur nature, si j'ose dire aujourd'hui. Donc le risque qui est associé à l'hôtellerie, alors capital investissement, liquidité, ainsi de suite, l'hôtellerie, c'est un risque bien évidemment de flux. Alors sur le risque de flux tel qu'on l'a connu, on peut se préserver aujourd'hui, et c'est toutes les nouvelles tendances qui sont en train d'arriver dans l'hôtellerie, puisqu'on n'est pas non plus ennemi de nos intérêts. L'important, c'est de capter les flux, de diversifier les sources de revenus d'un actif. On parle bien d'un actif immobilier à la base, et aujourd'hui, on voit les nouvelles tendances se dessiner à travers des enseignes bien évidemment
ESG, très lifestyle, déstandardisé, mais aussi avec une hybridation des usages. C'est-à-dire qu'un actif hôtelier aujourd'hui ne doit plus servir uniquement à faire de l'hébergement hôtelier, il doit être aussi faire du co-living, du coworking et de la restauration. Sur la liquidité, si je mets 100 000 euros, le minimum dont vous parliez tout à l'heure, et que je veux sortir au bout de 5 ans, vous rachetez mes 100 000 euros? Il faut que l'immeuble soit revendu pour que je récupère mes 100 000 euros? Alors déjà, c'est un très bon réflexe de garder 5 ans, parce que si vous souhaitez bénéficier de la fiscalité allégée sur les plus-values, il faut détenir ses parts minimum 5 ans. Ah bah, comme par hasard. Comme de par hasard. Donc, voilà. Ça, c'est une règle des fonds de private equity. La deuxième chose, c'est que le cycle d'investissement dans l'hôtellerie, il est de 6 ans. D'accord, pour créer de la valeur, c'est des créations, c'est du value add, d'accord, sur des emplacements très core, mais pour prendre de la valeur, il faut un cycle d'investissement de 6 ans. Donc concrètement, il n'y a pas de marché secondaire sur des parts de fonds de capital investissement qui est organisé par la société Extendam. Si marché secondaire il y a, c'est aux porteurs de parts de trouver une contrepartie. Mais ensuite, généralement, au bout de 6 ans, on clôture le fonds et on restitue le capital plus les plus-values. Une dernière question très rapide. Est-ce qu'aujourd'hui, les investisseurs s'intéressent aux produits que vous avez déjà, ou est-ce qu'ils vous en demandent d'autres, ou est-ce que vous êtes en train d'en créer en ce moment? Alors, aujourd'hui, oui, on est en train de créer, bien évidemment. On a regardé, on a screené, comme on dit, le marché, et de regarder est-ce que tout le monde va être sur la reprise la même enseigne, d'accord? Est-ce que toutes les catégories d'hôtels, et toutes les tailles d'hôtels vont être bénéficier de cette même reprise? Et il s'avère que non, malheureusement. Notamment, aujourd'hui, on parlait des enseignes très lifestyle. Il faut avoir de la superficie immobilière pour aller accompagner cette transition de l'hôtellerie sur les 10 prochaines années. Et donc, les hôtels qui font en tout cas moins de 30 chambres, très urbains, sans enseigne, donc, qui ne vont pas intéresser les Accor, les Jing Jiang Hotels et ainsi de suite, vont énormément souffrir et vont avoir une reprise d'activité qui va être très lente. Donc on assiste à une concentration finalement dans le Et on assiste à une concentration, et c'est là où en fait on va venir travailler cette convertibilité des hôtels pour aller accompagner la sortie d'exploitation de certains hôteliers. Merci beaucoup François Mananti de nous avoir détaillé du coup ce contexte un peu dans l'investissement dans l'hôtellerie. François Mananti, je rappelle que vous êtes directeur commercial d'Extendam, et quant à vous, on se retrouve tout de suite dans le Club Expert. Et on est ensemble pour le Club Expert et pour une nouvelle chronique, le débrief des conférences avec Bogdan Koval, directeur de la rédaction de Club Patrimoine. On va se retrouver une fois par semaine, je crois, Bogdan, avec vous pour débriefer les conférences. C'est bien ça? Si vous me gardez, oui. À quoi ça consiste finalement cette chronique? Écoutez, c'est la rentrée, il y a beaucoup de conférences. Les conférences ont repris. Alors il y a des conférences en présentiel, ça commence, et il y a aussi des conférences en digital, les fameux webinars. Et alors, notre métier, vous le savez, Laura, puisqu'on y va, c'est de suivre un maximum de conférences, de s'informer, et je viendrai le plus régulièrement possible pour débriefer les meilleures, celles que j'ai bien aimées. Voilà. Et alors, du coup, débriefer les meilleures, quelle est la première que vous avez choisie pour venir nous en parler? Alors, la première que j'ai choisie, c'est la rentrée des marchés avec Varenne, la financière de l'échiquier et JP Morgan. Alors, le thème, c'était simple, c'est la rentrée, tout simplement. Alors, c'est bien d'y aller pour voir un petit peu ce qu'ils pensent. C'était, est-ce que les marchés sont trop chers? Est-ce qu'il y a beaucoup d'opportunités? Voilà, c'est bien de... Value, croissance, etc. Qu'est-ce qu'il faut retenir, Bogdan, du coup, de cette conférence? Alors, pourquoi est-ce que d'abord j'ai retenu celle-ci? Alors, tout simplement pour Vincent Juvin. Alors, Vincent Juvin, c'est le stratégiste de chez JP Morgan. Il est très, très bon. Sincèrement, c'est un gars, vous allez l'écouter 30 minutes et vous gagnez beaucoup de temps, ça vous évite de lire beaucoup de choses. Le gars est très très bon et en plus, il n'est pas trop langue de bois, donc on arrive bien à comprendre. Mais là, en l'occurrence, dans cette conférence, moi j'ai découvert un monsieur qui s'appelle Florent Bersani. Il est de chez Varenne, c'est le stratégiste. Lui, il s'occupe des stratégies et couvertures macro chez Varenne et lui, il a été super bon. Super bon, très pédago, beaucoup d'images. Il a vraiment fait un effort pour nous expliquer. Alors, je précise, c'était en digital, la conférence. D'accord. C'était vendredi 3 septembre, c'était en digital. Et pour tenir en haleine 1 heure, c'est long. Donc il faut vraiment de très très bons speakers. Il y avait quand même beaucoup d'intervenants. Il y avait 3 intervenants. Et donc il faut vraiment faire sa place. Et lui, il a été très très bon. Il m'a agréablement surpris. Qu'est-ce qu'il a raconté justement? Qu'est-ce qui était si intéressant que peut-être on n'avait pas Bon alors, écoutez, je suis un petit peu resté sur ma faim quand même. Pourquoi? Parce qu'on a parlé beaucoup d'inflation et de tapering. Alors le problème, c'est que l'inflation, on en a parlé tout l'été, on en a parlé avant l'été,
Le tapis ring, on en a parlé tout l'été, avant l'été. Donc là, il fallait vraiment arriver avec des biscuits, avec des choses nouvelles. Et là, c'est pas énormément d'infos. Ils ont très bien raconté l'histoire, ils nous ont bien réexpliqué. Alors, si vous étiez absent pendant 6 mois des marchés ou vous dormiez quelque part sur une plage grecque, très bien, vous aviez de l'info. vous aviez de l'info. Mais pour les autres, c'est vrai qu'on est un peu resté sur notre fin. Mais néanmoins, c'était quand même très intéressant. Quelles sont les priorités d'investissement de JP Morgan Asset Management là, pour les prochains mois ? Écoutez, c'est simple. Une fois qu'on a dit tout ça, l'important, les messages, parce que c'est important de savoir ce que Vincent Juvin, par exemple, pour JP Morgan, qu'est-ce qu'ils ont dit ? Alors, très important, l'inflation est un phénomène transitoire et non pas structurel. Il y a eu un débat, il y a des gens qui sont venus ici pour en parler. Tout le monde ne pense pas la même chose voilà. là-dessus. Ouais. Pour JP Morgan, en tout cas, au T3 2022, la situation devrait se normaliser et l'inflation devrait reculer. Elle serait autour de 2,5 et aux États-Unis et de 1,5 en Europe. Voilà, ça c'est important parce que ça conditionne toute la stratégie de JP Morgan. Et alors en ce qui concerne Varenne, quelle est la vision un petit peu de ces 6 derniers mois et les priorités d'investissement ? Alors Varenne, c'est assez intéressant parce que lui c'est le stratégiste macro. Alors c'est très marrant chez Varenne, ils ont 4 moteurs de performance. Je ne vais pas les rappeler l'histoire, mais lui c'est la macro, donc c'est très important. Alors ils sont totalement couverts sur la macro. D'accord. Ça veut dire qu'ils craignent vraiment que... Donc dès qu'ils font quelque chose, ils se couvrent automatiquement. Mais alors sur les actions, ils sont découverts. Donc c'est assez paradoxal d'être couvert d'un côté et couvert d'un côté et découvert de l'autre. Par exemple, sur les bancaires, ils sont découverts sur les actions bancaires et ils sont totalement couverts sur les subordonnés. Donc ça, c'est assez intéressant d'avoir cette psychologie-là. Ne couvre pas tout le portefeuille. Non. Vous parlez pas de l'échiquier, parce qu'il y avait également la financière de l'échiquier, non ? Oui, il était là, on le connaît bien, Olivier de Béranger. Bon, enfin, lui, il a un petit peu confirmé... Il a un peu confirmé la situation. Alors, les valos sont élevés. Sa priorité, c'est les valeurs de qualité. On s'en doute. S'il y a des gars qui achètent des mauvaises valeurs, il faut nous le dire. Et il est prudent. Enfin, il faut être plus prudent maintenant qu'en début d'année. Tu m'étonnes, avec ce que les marchés ont gagné, c'est sûr qu'on est un petit peu plus prudent. Est-ce qu'ils ont répondu c'est pas mal, mais un petit peu décevant. Autant les 2 premiers sont rentrés sur le terrain pendant 1 heure pour jouer, pour marquer des buts, autant lui, il était là pour faire le match nul. Donc il a fait match nul. C'est pas mal, c'est propre, mais franchement... Est-ce qu'il y a des opportunités ? Est-ce qu'ils en ont parlé de ça ? De zones à privilégier ? Oui, alors chez JP Morgan, clairement, retour sur la Chine pour les plus téméraires, et puis sur tout ce qui est lié au changement climatique. Voilà. Mais surtout sur les actions. Les 3 étaient vraiment très, très chauds sur les actions. Est-ce que vous avez senti, Bogdan, c'est un peu ce que je comprends de ce que vous nous dites, c'est on continue à accompagner les tendances, mais en même temps, on est de plus en plus prudent, pas frileux, mais de plus en plus prudent dans les stratégies avancées en cette rentrée. Là, il y en avait 2 sur 3. Il y en avait 2 clairement, chez la financière de l'échiquier, clairement, alors lui, il ferme boutique jusqu'à la fin de l'année parce qu'il a fait son résultat. Donc c'est de la prudence aussi, finalement. Chez Varenne, ils ont quand même bien le pied sur le frein côté macro. Il n'y a que chez JP Morgan. Mais en même temps, comme ils conseillent leur gros fonds global macro, il y a quand même de l'obligataire. Donc c'est quand même, on y va, mais avec un petit peu le pied sur le frein. Voilà, on reste prudent dans un environnement incertain, même si effectivement c'est toujours un peu les mêmes sujets macro qui reviennent. Ils sont toujours d'actualité finalement. C'est pour ça que je peux revenir régulièrement. C'est ça, exactement. Merci beaucoup Bogdan Koval. Je rappelle que vous êtes le directeur de la rédaction de Club Patrimoine et vous avez donc entamé ce rendez-vous du débrief des conférences. Merci également Laura, c'était toujours un plaisir d'animer cette émission à vos côtés. Merci à vous également de nous avoir suivis et on se retrouve demain pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine. À demain.